Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Talkback GP, toujours en direct du stand Honda dans le cadre du salon du deux roues de Lyon. Une émission aujourd'hui consacrée au team Honda France TSR Motul. On va parler donc d'endurance. Talkback GP, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti. Voilà, donc comme je vous le disais, aujourd'hui, pour cette première émission de la journée, on va parler endurance. Et dans cette première partie d'émission, on va tout simplement parler avec, on va dire, les éléments forts de cette programmation et de cet engagement de Honda France en endurance, puisque on a tout simplement Corentin Perolari et Alan Techer, deux des trois pilotes officiels qui vont évidemment se disputer le titre de champion du monde avec leurs adversaires. Corentin, bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Alan, salut, tout va bien? Salut Eric, comment vas-tu? Voilà, on vous retrouve après les émissions d'hier, mais là, hier, on avait parlé de programmes différents pour l'un et pour l'autre. Là, aujourd'hui, on va parler de programmes communs, puisque Alan, tu vas faire, on va le dire comme ça, hein, Corentin, tu m'en voudras pas, office de pilier maintenant cette année en 2025, parce que tu es le pilote qui était là l'an passé, et c'est toi qui vas servir de référent un petit peu sur cette nouvelle saison 2025. C'est ça, donc du coup moi je suis le pilote qui a encore en guillemets le plus d'expérience de la moto, des pneus et de l'équipe. Donc déjà c'est une fierté, et puis quand même d'être numéro 1 sur la TSR, donc c'est quand même quelque chose de grand pour moi. Et cette année, donc on a Corentin et un japonais, Taiga Hada, qui sera là avec nous. Donc je suis content de faire partie que Corentin soit avec nous, parce que voilà, c'est un pilote que j'apprécie beaucoup, c'est un ami dans la vie, et puis du coup c'est un pilote qu'on a le même gabarit, donc pour nous ça sera plus facile de faire tout ce qui est setting, réglage, et puis on a à peu près le même style de pilotage, donc c'est pas mal. Corentin, toi, tu n'es pas novice hein, en endurance, bien évidemment, tu as de l'expérience, tu avais roulé chez Moto 1 et puis l'année dernière, tu avais roulé aussi sur une Honda CBR puisque tu roulais chez Tati Team. Comment ça s'est passé un petit peu on va dire, cette promotion, on peut le dire comme ça, comment ça s'est passé pour toi? Ouais, déjà, mon passage en 2024 chez Honda, donc en 600, en championnat de France et en endurance sur la Tati Team, bien sûr. Et je pense ce déclic qui a fait que je suis passé sur la FCC, c'est la saison 2024. On a fait une très belle saison avec la Tati Team, un podium à Spa et une très belle dernière course, même si on a chuté au milieu de la course. Un très beau départ au bol d'or avec Alan. On s'est tiré une belle bourre le premier relais et je pense que tout ça a fait que j'ai enfin ma chance d'arriver sur un team officiel avec Alan et je suis très heureux de faire partie de cette aventure pour 2025. Le titre de champion de France aussi, parce qu'on en a parlé hier, mais le titre de champion de France Super Sport, ça compte aussi un petit peu. Et c'est vrai que on a des images là qui défilent actuellement. On a trouvé une photo où il y a Alan et toi juste derrière. Et c'est vrai que le début du bol d'or avait été juste surréaliste. Même, je me rappelle, on était allé, je commentais pour la chaîne L'équipe, et on était allé dans le box et même Baptiste qu'on va recevoir juste après, et même Patrick se demandaient s'ils n'étaient pas en train un petit peu de rêver, parce que tu avais fait une belle démonstration. Ouais, mais je pense que moi et Alan, je pense qu'on rêvait aussi parce qu'on était très performants et ouais, ces bagarres avec les autres pilotes, c'était vraiment incroyable. Alors Alan, on plaisante évidemment sur ce début de course du bol d'or. En revanche, 2024, ça restera pas une saison qu'on retient forcément pour le team Honda FCC TSR. On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais forcément, quand on a ce statut, on s'aligne pour évidemment se battre pour le titre que vous avez décroché par 2 fois, que l'équipe a décroché par 2 fois. L'année dernière, c'était pas l'année, on va dire. Non, c'est sûr. Après, quand on va faire un petit aparté pour le bol d'or. C'est qu'on a fait un super bol d'or. Là, les Honda, on voyait qu'elles étaient performantes. Malheureusement, voilà, nous, je pense qu'elle s'est terminée comme elle a commencé. On a eu plein de petits pépins, on a eu des petites chutes par-ci, par-là. Après, ce qu'on retient, le côté positif, c'est quand même on a été très rapide. Que ce soit à Spa, moi je fais encore de la piste en course, je fais des super relais, je fais au Mans, c'est pareil, toute la nuit on le voit moins parce qu'on a eu 2 chutes en début de course, mais toute la nuit on avait le rythme de battre pour la victoire. Et ça c'est ce que je retiens. Pour le bol d'or, c'est pareil. Je sais pas si tu te rappelles Eric, mais on a eu un problème de pneumatique au 2e relais qui nous ramène la moto, je sais plus, peut-être 38e avec une demi-heure de retard. Et en fait, quand on voit toute la nuit qu'on a les chronos, les moyennes de la nuit, on était en capacité de gagner. Donc moi, c'est ce que je vais retenir sur ma moyenne 2024. On est parti au mois de décembre avec Corentin et le 3e pilote japonais. On a fait les tests au Japon. La moto a passé un sacré step sur plusieurs paramètres. Et du coup, je pense que je pars vraiment positif et plein de belles ambitions pour 2025.
Ouais, ce qui est rassurant, ce que tu dis, c'est qu'il y a le potentiel parce que les chronos sont là pour attester. Après, c'est la course, les rebondissements, les événements de course. C'est vrai qu'on se rappelle qu'il y a eu des problèmes, non seulement pour vous, la Honda, mais aussi pour la Yamaha, des problèmes de pneumatiques. La Suzuki y échappe. Mais bon, voilà, c'est les aléas de la course et c'est comme ça. Corentin, le fait d'avoir Alan dans l'équipe, sachant que là maintenant tu vas prendre un statut de pilote officiel, j'imagine que ça met un petit peu plus de pression. C'est un avantage aussi d'avoir quelqu'un que tu connais, que tu apprécies, plus qu'un pilote que tu croises et que tu respectes dans le paddock. Mais là, d'avoir quelqu'un de plus proche au niveau entente, c'est plus facile pour s'adapter entre guillemets à ce nouveau rôle. Ouais, déjà, je suis très heureux d'être coéquipier d'Alan parce que même dans la vie de tous les jours, on s'entend bien, on se connaît bien. Et ça, c'est un peu un plus pour moi parce que voilà, il n'y a rien enfin, on peut tout se dire. Et ça, même pour les premiers tests au Japon, au Koyama, ça m'a bien servi parce que bon, pour les premiers roulages, comme tu l'as dit, un statut officiel, c'est un peu stressant au début. Mais en fait, tout s'est bien passé. Et Alan, il a beaucoup d'expérience. Ça fait quelques années qu'il est dans la FCC. Donc, il pourra me donner son expérience aussi qu'il a. Au niveau justement de ces premiers tours de roue, tu t'attendais à quelque chose de particulier et qu'est-ce qui diffère vraiment de la Tati Team sur laquelle tu roulais? Parce que même avec la Tati Team, c'est une moto qui est pas entre guillemets au niveau des machines officielles, mais c'est quand même une machine qui joue sur le haut du tableau avec, comme tu l'as dit, des podiums, etc. Qu'est-ce qui change vraiment quand on s'installe sur la moto officielle? Bah déjà, voilà, là c'est déjà la moto, ils la connaissent très bien. Ça fait plusieurs années que la moto est très performante. Et sur la Tati Team, j'avais pas la même marque de pneus. Et je pense, oui, c'est vrai. voilà, les Bridgestone, je pense, ils font beaucoup. Et voilà, la moto, dès que je suis monté dessus, elle était folle, hein, parce que vraiment, c'est une moto très très performante. Et moi, je pense que les paramètres qui font beaucoup, c'est les pneus. C'est une moto qui est, alors, toute proportion gardée, c'est une moto qui est facile. Tu as roulé sur d'autres machines, hein, en endurance notamment. Est-ce que c'est une moto, parce qu'on dit souvent que les Honda sont homogènes, elles sont assez faciles à prendre en main, entre guillemets, toute proportion gardée. C'est ça aussi que tu as eu comme première impression sur une moto où tu te sentais assez rapidement à l'aise? Bah, surtout un circuit que je connaissais pas au Japon, il faisait très froid, donc il y avait plein de paramètres qui font, enfin, pour pas être à l'aise. Et là, de suite, je suis monté dessus, j'étais vraiment à l'aise tout de suite et j'ai été même surpris de ça. Ouais, tu t'attendais peut-être à une adaptation un peu plus difficile? C'est ça, mais en fait, pas du tout. Alan, c'était important, effectivement, comme tu le disais, en début avant l'hiver, avant la fin la période des fêtes, etc., de prendre contact avec ton nouveau coéquipier japonais et puis Corentin. Ça vous a permis de poser les bases d'un futur travail sur vos prochaines séances d'essai. À quoi ça sert cette séance qui est quand même programmée, comme le disait Corentin, assez tard et puis où il fait froid? Est-ce qu'on peut vraiment travailler? C'est sûr. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, c'est quand même particulier parce que les pistes sont différentes. Donc, un exemple, si nous, au Mans, on roule à 4 degrés, ça peut rouler. Là-bas, ça peut rouler plus bas parce que les asphaltes sont différents. Et je pense que c'était bien de rapidement de se mettre en contact. Bon, Corentin, on se connaissait, mais avec le japonais, voir aussi voilà, comment lui pilotait, quel était son style, de quoi il avait besoin, de quoi en soi, parce que la moto, elle est pour 3 pilotes, elle n'est pas que pour lui ou que pour moi ou même pour nous. Donc, il faut qu'on arrive à la partager. Et donc, du coup, je pense que c'était bien parce que le fait d'être à l'autre bout du monde, comme je disais à Corentin, il n'y a pas de pression à avoir. On est là pour rouler. Autant que ce soit Corentin ou le japonais, ils sont là à comprendre les pneus, comprendre la moto, comprendre l'équipe, parce que bon, on passe, par exemple pour Corentin, il passe d'un pilote 100% français à un team qui va être à moitié japonais, à moitié français. Donc déjà, il y a la langue de l'anglais qui va falloir commencer à parler presque pas couramment. Mais donc voilà, donc l'avantage de partir à l'autre bout du monde, c'est qu'au final, voilà, on était tous les trois, on a pu rouler sans pression, sans prendre de risques, sans dire un objectif. Et je pense que ça va nous aider pour mettre les première base de réglage dans 15 jours à Almeria. Oui, c'est ça. Il y a une séance d'essai qui est programmée assez rapidement, Corentin, et ça, c'est quelque chose que tu attends aussi parce que plus tu vas rouler, plus tu vas te sentir à l'aise, évidemment. C'est ça, et arriver sur des pistes en Europe aussi, comme l'a dit Alan, les pistes au Japon, c'est différent. Et j'ai vraiment hâte d'essayer la moto sur des pistes en Europe et quand même au test Prémante début avril. Alors, il y a un point important cette année, c'est que toutes les machines de pointe, toutes les machines officielles vont être équipées du même manufacturier.
On n'est pas passé en monomarque, je vous rassure, en endurance, mais tout le monde va rouler sur les Bridgestone. Toi qui les connais, Corentin qui va les découvrir, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est bien et c'est bien pour le spectacle? Ça va être maintenant on va peut-être mettre plus en avant le travail des pilotes et de l'équipe par rapport au fait qu'avant on se disait bon bah eux ils sont en Bridgestone, entre guillemets ils sont intouchables par rapport aux autres. Comment tu l'analyses cette situation et qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, je pense que c'est bien parce que voilà, les 5 teams officiels ont le même pneu, donc on ne pourra pas dire lui il a le pneu, lui il a la machine ou autre. Voilà, ça va quand même plus homogénéiser les premières places. Après, il faut savoir que ce soit au Mans ou au Bol d'Or, il y avait quand même moins de différence entre les pneus. Oui, certes, sur les circuits comme Spa ou le Bol d'Or, Spa ou le Suzuka, là il y avait des grosses différences. Mais sinon, sur les 2 courses les plus importantes, il n'y avait pas trop de différence. Après, pour ma part, je trouve que c'est dommage parce qu'au final, les équipes, pas de pointe, mais qui peuvent jouer des podiums, ça risque d'être plus compliqué pour eux. Parce que vraiment, s'il fait de course, il y aura des résultats. Mais s'il n'y a pas fait de course, oui, pour eux, ça risque d'être un peu plus complexe. Ouais. Après, voilà, ça rééquilibre à la fois à l'avant et derrière, ça rendra le travail plus difficile. Tu le disais, Corentin, l'année dernière, tu as roulé avec un autre manufacturier, Pirelli, hein, pour pas le nommer. C'est quoi la différence quand on roule avec des Bridgestone? C'est non pas pour les comparer, pour dire l'un est meilleur ou pas, mais on dit souvent il y a des caractéristiques différentes. Quelles sont un petit peu ces caractéristiques que tu as découvertes, toi? Après, c'est dur à comparer parce que voilà, la Tati Team était réglée pour les Pirelli et la FCC elle est réglée pour les Bridgestone. Donc c'est vraiment 2 motos différentes, mais je pourrais pas comparer les deux. J'arrive pas exactement à identifier, mais voilà, la FCC c'est plus une moto facile, on va dire. Ouais. C'est plus, tu te sens plus à l'aise ou en tout cas tu as plus de feeling peut-être, c'est ça? Ouais, elle est plus facile à rouler. En fait, c'est plusieurs paramètres qui font que la moto est plus facile. J'arriverai pas à identifier quoi, mais… D'accord. Au niveau de cette saison, bon bah donc il va y avoir quoi? Vous allez avoir 3 séances de test avant les 24 heures, en incluant les pré-tests des 24 heures du Mans. Bon, l'objectif après une année frustrante, c'est évidemment de reprendre le numéro 1, évidemment. Oui, c'est ça, parce qu'après, bon, comme tu as dit, l'année a été frustrante, mais aussi, moi, je vois depuis que je suis revenu chez TSR, 2023, on joue le titre, on gagne le Mans, on fait 2 à Spa et 3 à Suzuka. Malheureusement, on a un problème au Bol d'Or. L'année dernière, on prouve qu'on est rapide, mais on n'arrive pas à concrétiser ce résultat. Donc là, j'espère fortement voilà, qu'on va pouvoir montrer ce qu'on sait faire et récupérer ce numéro 1 qu'on a eu à 2 reprises. Et en fait, tu en parles comme ça et ça me fait penser. Hier, avec la vitesse, on parlait à Corentin, on disait qu'il avait eu une trajectoire un peu particulière avec certaines difficultés par moment. Toi, c'est pareil. Tu avais connu l'aventure FCC TSR au tout début quand ils sont arrivés en endurance avec ce podium d'entrée au Mans. C'est pas grave, ça s'écroule sur les autres stands, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Nous, on est toujours là. Et bon, après, il y avait eu effectivement cette petite mise à l'écart, on va dire. Et on parlait de pression tout à l'heure. Toi, tu es revenu au Bol d'Or il y a 2 ans maintenant. 2022. Et en plus, c'était bon pour remplacer Ginorea dans les conditions qu'on connaît. Mais c'est surtout que quand tu reprends le guidon au Bol d'Or, c'est pour jouer le titre de champion du monde. Donc, côté pression, c'était juste incroyable. C'est ça. Donc, moi, j'ai connu, comme tu l'as dit, des super moments parce qu'on fait le premier podium en endurance sur une 24 heures avec TSR. Après, on est champion du monde en 2018. Après, voilà, on prend un chemin différent. Et en fait, moi, Fujisan me rappelle entre le Suzuka et le Bol d'Or en me disant, écoute, fais la course avec nous, on a besoin de toi. D'accord, très bien. Et moi, quand je viens sur le Bol d'Or, j'ai pas mal de pression parce qu'il y a un titre en jeu et moi, j'ai un contrat que sur une course. Donc voilà, il faut tout prouver, tout montrer sur une course et c'est pas toujours facile. Mais j'ai été bien entouré et puis du coup, on a fait la course, on a eu le titre en 2022 et c'est ce qui a pu me faire prolonger pour l'année 23 et 24. Tu as validé ton poste. C'est ça. C'est aussi un avantage, Corentin, d'avoir ce contrat sur l'année parce que comme le dit Alan, tu arrives et on te dit c'est un one shot. C'est là où c'est un petit peu toute proportion gardée, mais le one shot que tu as fait à Manicourt, on en parlait hier sur le super sport mondial, c'est un peu le même cas de figure. Faut prouver tout de suite que tu es à ta place. Là, tu vas peut-être l'aborder de façon un petit peu différente parce que tu es sur la saison, tu es tranquille,
maintenant tu es un peu posé chez Honda, ça va te permettre de monter en puissance quand même plus facilement. C'est sûr que je suis plus serein déjà parce qu'on a déjà roulé en décembre, donc on a joué toute l'année pour tout le début d'année avant la course aux 24 heures du Mans pour me mettre en route, on va dire. Et du coup, je suis plus serein avec mon programme à côté Super Sport, donc je suis dans le rythme. Que comme a fait Alan, faire un one shot comme j'ai fait à Manicourt, ça met plus de pression. Et voilà, il faut que tout soit parfait, sinon on se fout au tas. Et puis après la course, c'est. Suzuka, tu as roulé aussi, hein? Oui, j'ai roulé avec la Tati Team cet été. D'accord, ok. Justement, une dernière chose pour tous les deux, le fait d'avoir ce programme d'endurance, évidemment, pour l'instant, c'est encore un peu light, c'est que 4 courses, mais justement, le fait d'avoir toi, ton programme Super Sport Mondial et toi, Alan, le programme en vitesse en France, on en a parlé hier, c'est important pour garder le rythme, pour être pas au niveau, j'allais dire, mais en tout cas, garder ce niveau de performance, c'est important? Pour moi, oui, parce que comme l'année dernière, j'ai fait le championnat de France, Alan aussi, parce que voilà, en endurance, il n'y a que 4 courses et on roule pas beaucoup, donc c'est bien de faire un programme à côté. Et pour moi, le programme en championnat du monde Super Sport, je vais vraiment être dans le rythme et c'est ce qu'il me fallait. Et le fait de switcher de la 600 à la 1000, ça se fait relativement facilement pour toi? Il n'y a pas trop, tu vois, de delta d'adaptation? Non, aucun problème. Ouais. Alan, justement, même question, c'est important évidemment d'être engagé sur le programme Superbike France avec Honda. Et c'est peut-être même encore un peu plus facile que pour Corentin parce que globalement, même si la moto est quand même différente en endurance, on le sait, mais l'ADN, j'allais dire, reste le même, c'est ça? Reste la même, le style de pilotage reste le même aussi. Pour moi, c'est important parce que voilà, nous, on est Honda France, donc avoir un titre en France, c'est quand même important, donc autant pour moi que pour moi. Et en plus, comme l'a dit Corentin, c'est qu'en endurance, en fait, on roule très peu. Le week-end commence très tôt et finit très tard parce qu'on commence du lundi au dimanche. Mais jusqu'au samedi, avant 15 h, on roule très peu. Il y a une moto pour 3 pilotes. Les séances, elles durent 2 heures, 2-3 heures. Donc en fait, on roule très très peu. Et là, c'est là où en fait, on a moins de frustration parce qu'on veut bien faire. Et en fait, en 4-5 tours, c'est compliqué. Donc le fait d'avoir un programme vitesse à côté permet de pérenniser notre place au sein du constructeur et en même temps de prendre du rythme. Et comme ça, quand on arrive dès le début de semaine, on est assez performant. Il ne nous faut pas 10, 15, 20 tours pour nous mettre en rythme parce qu'on est déjà en rythme et ça nous permet de trouver une base saine dès le début et en fait arriver sur la manche la course, et ben on a notre rythme, tout est calé et en fait on sait ce qu'on doit faire. Et juste dernière question pour toi, Alan. La moto de championnat de France te permet éventuellement de transposer des fois sur l'endurance et l'endurance te permet est-ce que ça marche dans les deux sens un petit peu? Plus côté, c'est plus facile de transvaser de l'endurance à le FSBK parce que les motos elles sont quand même totalement différentes. La chance qu'on a avec l'endurance, c'est qu'on a quand même un soutien HRC. Donc c'est que dès que j'ai des petites questions par rapport en off, entre guillemets, le soir, quand j'ai des questions pour moi, je suis pas de France, je peux aller voir les ingénieurs du HRC, demander, écoutez, sur cette course, j'ai tel problème. Donc des fois, ils m'aident à le résoudre. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ouais. L'autre côté, c'est plus compliqué parce que les motos sont totalement différentes. On profite des occasions pour travailler et peaufiner. En tout cas, merci Alan, merci Corentin. Bon courage parce que on va dire vous êtes au boulot la semaine prochaine. C'est ça. Donc on vous souhaite le meilleur et puis évidemment une excellente saison 2025. On aura le plaisir de vous retrouver dès les 24 heures moto. Voilà, on marque une petite pause, on tourne une page commerciale en faisant un petit clin d'œil à notre partenaire et on revient tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. De l'émission Tollback GP, toujours en direct du stand Honda dans le cadre du salon du Deux Roues de Lyon. Et là, on va, après les pilotes, accueillir, attention, les team managers. Alors, on va parler évidemment un petit peu de l'organisation des équipes, de la gestion des partenaires, des pilotes, toujours des chapitres un petit peu compliqués. Et pour cela, on a Julien Diguet pour le team RAC 41. On va revenir, on reste sur l'appellation générique, on va dire. Julien, bonjour. Oui, bonjour Eric.
Et puis on a Baptiste Enjolras pour le compte du Tati Team. Et là aussi, on reviendra un petit peu plus tard sur l'appellation qui va être celle du team en 2020. Bon, allez, à la limite, on va commencer comme ça. Et ça fait partie du job, je dirais, parce que le nerf de la guerre, on le sait tous, en endurance plus peut-être qu'ailleurs, parce qu'on sait que c'est un milieu de passionnés où il y a énormément de bénévoles. Il faut aussi des partenaires. Et ça, c'est, on va dire, un emploi presque à temps plein d'aller chercher des partenaires ou même de fidéliser les partenaires. Ah bah nous tout à fait, ouais, c'est vraiment. Alors moi c'est mon père qui occupe ce poste pour les partenaires, trouver les partenaires et c'est un temps plein. C'est un temps plein tout le temps. Mais on est obligé parce que sans les partenaires il n'y a pas de course, il n'y a pas de sport, donc c'est vraiment fondamental. Donc, du coup, pour 2025, pour cette saison 2025, le Tati Team devient le Tati Team Avasys Racing, qui est un partenaire déjà depuis au moins 7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et on renforce le partenariat avec Avasys et Andreas, le patron. Et du coup, ça donne une nouvelle identité, un nouvel élan avec de nouveaux objectifs. Donc, c'est plutôt, on est vraiment très, très contents. D'accord. Et puis ça donne un petit peu plus de moyens et on va y revenir parce qu'il y a aussi un petit peu de changement dans l'équipe, mais on va y revenir tout à l'heure. Julien, c'est ce que disait Baptiste et je pense que tu vas confirmer, c'est le nerf de la guerre et c'est, on pourrait presque dire, un emploi à temps plein, d'aller chercher des partenaires ou même de les fidéliser tout simplement. Ah oui, ça c'est sûr que c'est un emploi à temps plein parce que en fait, on en discutait il y a 5 minutes, justement, c'est très important de faire de la communication pour nos partenaires, pour ces gens qui eux, travaillent toute l'année auprès de la clientèle. Et nous, on essaie de leur donner une bonne image. Et clairement, si on fait bien le travail et qu'ils sont satisfaits, ils continuent, ils pérennisent le partenariat. Maintenant, c'est difficile de faire bien le travail parce que justement, il y a plein de petits détails, plein de petites choses et tout. Donc oui, les fidéliser, aller les chercher, les fidéliser, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment un gros job. Donc, on en a discuté juste avant le début de l'émission. Toi, tu avais un partenaire avec lequel ton contrat s'arrêtait à la fin 2024. Donc, on commence à chercher à quel moment on se dit il faut que j'anticipe dès le début de la saison pour se projeter, ou on essaye en se disant bon, là, le contrat est à son terme. On va essayer de relancer pour essayer de pérenniser. Ou comment ça se passe et à quel moment on switch? En fait, ça dépend du cycle. Mon ancien partenaire titre, on avait déjà discuté d'une prolongation dès la signature de mon précédent contrat. Et quand on a signé le dernier contrat, on était un petit peu dans le flou, donc là, dès la signature, moi j'avais commencé à anticiper, à discuter un petit peu avec des entreprises pour avoir une deuxième cartouche. Et au fil du temps, on sent quand le partenaire dit bon voilà, on va arrêter ou pas. C'est quelque chose qu'on arrive à sentir dans les discussions. C'est des sujets qu'on aborde régulièrement avec lui pour justement ne pas se laisser les pourvoir, quoi. Et moi, par exemple, là, sur mon nouveau partenaire, ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'on travaillait dessus, mais c'est un partenaire que je connaissais déjà de longue date, avec qui on avait déjà des liens. Parce que ça se trouve pas comme ça, un partenaire titre. Ouais. Alors c'est ce que j'allais dire parce que, comme le disait Baptiste, lui c'est un partenaire qui existait déjà et entre guillemets, c'est peut-être un peu plus facile en lui disant bah tiens, on essaye de te mettre en avant, on va mettre une autre dimension à notre partenariat. Alors que là, c'est quelque chose qui s'arrête et il faut trouver quelqu'un de nouveau. Donc là, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué. Sauf si on en a qui disent moi je prendrais bien la place, mais c'était pas le cas. Et dans ces cas-là, c'est l'image, les résultats, sur quel levier on actionne pour justement, allez, on va dire séduire, parce qu'il y a un peu de jeu de séduction aussi dans ces négociations. Comment ça se passe? Je crois que tout est lié parce que si on n'a pas de résultats, déjà on ne parle pas de nous. Mais si on a une image qui est pas belle, même si on a des résultats, on n'attire pas les gens. Et après, on peut être les plus beaux du paddock, mais si la moto, elle apparaît pas aux avant-postes à certains moments, c'est pareil, on n'attire pas, donc c'est vraiment lié. Et c'est pas une chose facile à faire parce que quand on doit se concentrer pour faire une moto performante, il faut aussi se concentrer pour qu'elle soit belle. Et tout ça, c'est pas toujours simple à faire. Donc du coup, le team RAC 41 se nommera comment cette saison? Donc maintenant, il s'appellera Daffy RAC 41 Honda, parce que du coup, j'ai 2 partenaires titres. Donc voilà, donc c'est Daffy qui est venu nous rejoindre et voilà, c'est une longue histoire avec Daffy. Très bien. En plus, ça tombe bien parce qu'ils fêtaient leurs 50 ans, donc il va y avoir un peu d'image, etc., de communication autour de ça aussi. Ah, ça va être chouette. Je croyais que tu disais que j'allais avoir 50 ans aussi, que ça allait être.
Ça va. Je ne rentrerai pas, on a dit pas le personnel. Ouais, d'accord. Non, ouais, ça va être super. Ça va être super pour eux. Ils ont un vrai dynamisme. Je sais qu'ils aident pas mal de pilotes. Il n'y a pas que le RAC qu'ils aident. Ils aident pas mal de pilotes. Enfin, pas mal de teams. C'est chouette. C'est chouette ce qu'ils font pour la moto. Et ouais, il faut les saluer à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet parce que bon, évidemment, on a planté le décor en disant qu'il y avait un petit peu des changements dans vos teams respectifs. Et puis, il y en a aussi côté pilote. Et Baptiste, on peut faire le parallèle avec Julien parce que finalement, Martin Renaudin, qui a été un de tes piliers sur la saison 2024, finalement, il traverse le plateau et il se retrouve chez Baptiste. C'est une très belle opportunité pour toi. C'est vraiment, pour nous, c'est super. Donc, en fait, c'est marrant parce que ça fait un petit triangle. Et du coup, nous, on a Corentin qui part sur la FCC, donc sur la Honda officielle. C'est une promotion pour lui. Nous, du coup, on est un peu le tremplin. Julien, lui, c'est la structure dans laquelle il faut être en stock si tu veux être devant. Et nous, on est le tremplin pour le WC. Donc, du coup, ouais, on a récupéré Martin. Et pour nous, c'est une bonne chose. Alors, on en a discuté. C'est l'avantage de travailler directement avec Honda France. C'est qu'il y a du dialogue. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, on a eu une petite réunion. On a discuté de tout ça. Et ça se fait dans de bonnes conditions. Donc, ouais, c'est bien. Ouais, c'est vraiment le principe des vases communicants parce qu'effectivement, Corentin, on l'avait juste au début de l'émission, on en a parlé. Mais c'est vrai que c'est le principe des chaises musicales. Par contre, c'est Julien qui est lésé parce que c'est lui qui doit retrouver un pilote. Alors là, c'est la première fois qu'on prend un pilote à Julien, qu'on récupère un pilote. Bon, il en a quand même un petit jeune aussi qui arrive, là, qui est pas mal aussi, le petit Diego, donc qui a fait ses preuves aussi. Donc non, je suis pas inquiet pour Julien. Il en a d'autres, donc ça va. Oui, on en avait parlé au Bol d'Or, Julien. Ouais. Tu avais été vraiment surpris parce que je crois qu'il avait 19 ans au moment du Bol d'Or, c'est ça? Oui, c'est la première fois qu'il roulait sur une mille. Incroyable. Ah. Mais en fait, je suis pas lésé. Moi, ça me fait plaisir. Enfin, tu t'es fait piquer, Alan, aussi pour aller à la FCC. Hein. Donc, en fait, nous, dans notre position, c'est au contraire, c'est très valorisant parce qu'on fait un travail de base. On montre que on a des pilotes qui peuvent aller vite. Et en fait, c'est hyper valorisant de dire notre moto, elle est regardée. Finalement, moi, je suis hyper content que Martin puisse évoluer et puis aller dans un super team parce que le Tati, c'est un super team. C'est pas le premier team. Il y a quelques années, il est présent. Et comme derrière, ça aspire et que ça monte à la FCC, on se dit qu'on a fait un bon job, quoi. Et ça, c'est vraiment sympa, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Non, mais là-dessus, on est sur la même longueur d'onde, donc c'est vraiment. C'est super de travailler comme ça, c'est super en tout cas. Ouais, c'est peut-être moins, on va dire, formalisé que par exemple, pour ne pas les nommer, chez Suzuki, où on disait qu'avant il y avait le Suzuki Junior Team qui a alimenté aussi avec de nombreux pilotes le team officiel. Là, c'est peut-être un petit peu moins formel, mais en tout cas, on voit qu'il y a cette relation avec votre partenaire commun qui est Honda et qui permet en fait de mettre tout le monde dans la boucle, justement comme tu le disais, pour que ça se passe en bonne intelligence et que personne se sente frustré quelque part. Bien sûr, surtout ça altère pas les relations qu'on a parce que moi avec Julien, on a même roulé à l'époque ensemble. Il y a un moment quand j'étais un peu plus mince, un peu plus jeune, et du coup on se connaît depuis longtemps. Donc nous on s'entend bien avec tout le monde, mais bon le but c'est vraiment de bien s'entendre avec les teams Honda avec qui on travaille. Et il y a une superbe ambiance. Et Honda, ça c'est vraiment faire les choses correctement là-dessus. Vas-y, tu voulais compléter, Julien. Je rejoins Baptiste là-dessus. Il faut saluer le travail que Honda a fait parce que c'est aussi leur volonté. Quand on discute avec eux, ils choisissent leur team, parce que c'est une question que j'aurais posée quand je suis arrivé il y a 4 ans. Ils disent, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une base solide, c'est avoir des gens qui sont fiers de rouler avec la marque et avec qui on fait des choses ensemble. Et c'est tout à fait leur politique et c'est chouette d'avoir ça parce qu'ils sont aussi capables d'apaiser un peu les tensions en disant, les gars, on est aussi dans la même boutique, quoi. Et justement, cette organisation fait qu'il n'y a pas de frustration pour toi. Toi, tu es en super stock. Donc, on va dire, c'est le premier étage de la fusée. On peut peut-être presque parler comme ça. Après, toi, tu es en EWC, Baptiste, avec ton équipe. Tu fais partie des meilleures équipes privées. Et après, il y a l'élément, je dirais, le haut de la fusée avec le team officiel. Mais pour toi, il n'y a pas forcément volonté d'aller aussi en EWC. Ce rôle te convient parfaitement. Oui, parce que le WC, c'est remarquable ce qu'ils font Tati, parce que franchement, quand on voit les moyens qu'il y a sur les Team Factory, entre la FCC, la CERT, la Yart, la BM, c'est quand même des motos qui ont des budgets colossaux par rapport à nous, hein. Quand je vois ce que Tati fait avec sa moto, les résultats qu'ils font et que franchement, c'est top. Moi, aujourd'hui, j'ai pas les moyens, je me sens pas les compétences pour pouvoir faire ça, je me sens pas les moyens. Moi, ma place, elle me va parfaitement. Et mon grand-père me disait, il vaut mieux être premier des derniers que dernier des premiers. Alors, moi, je préfère être à ma place,
faire des belles choses, avoir la confiance de nos partenaires. Et aujourd'hui, quand on voit ce que Tati fait, pour moi, c'est eux qui ont le poste le plus difficile. Hein. Parce que la FCC, ils ont des gros moyens, ils ont des super pilotes dessus. Donc, forcément, ils jouent les premiers rôles. Eux qui partent d'une moto qui est beaucoup plus basique et qui font ce qu'ils font, franchement, pour moi, je préfère ma place à la leur. Après, on a un bon avantage quand même, c'est qu'on est sur une machine. La Honda, elle a un moteur d'origine qui est exceptionnel. Et du coup, ça facilite un peu le boulot quand on est en WC, c'est que là-dessus, on n'a pas de développement à faire. Et ça nous aide beaucoup quand même. Donc, oui, puis c'est vrai que la première année, quand Honda avait gagné, ils avaient vraiment communiqué sur le fait que le moteur était d'origine. Donc il n'y avait pas, entre guillemets, besoin de trop investir dans ce moteur. Julien, je pense qu'il va dire la même chose. Nous, les moteurs, ils sont d'origine. On les sort d'une CBR 1000 du magasin, on le rôde au banc, le moteur, et on le met pour la course. Point barre, on ne fait rien. Donc c'est une réelle économie par rapport. Parce que quand tu commences à préparer un moteur, c'est des sommes astronomiques. Oui, et avec un résultat des fois qui n'est pas forcément qui est peu concluant des fois. C'est ça. Au niveau organisation, comment ça se passe? Vous êtes combien dans l'équipe? J'imagine qu'évidemment, Baptiste, vous avez des bénévoles comme dans toutes les équipes, parce que souvent on se dit même les équipes officielles ont des bénévoles. Les gens ont l'impression de découvrir quelque chose. Vous êtes combien et comment est structuré le team? Alors, nous, forcément, il y a une grosse partie de bénévoles, comme dans tous les teams d'endurance, parce qu'on ne peut pas se permettre de payer tout le monde. Donc, beaucoup de bénévoles, beaucoup de passionnés. Sur les circuits, on a environ une trentaine. Après, on a comme toute la partie staff technique, qui eux sont des professionnels. Tous les mécanos sont des gens qui sortent des écoles spécialisées. Donc, sur les circuits, on est une trentaine. À l'atelier, on est 2 en permanence. Parce que le WC, ça demande beaucoup de développement, beaucoup de travail. Et déjà 2, c'est vraiment limite. Donc une trentaine, une bonne trentaine. Sur les circuits, en gros, on est une trentaine de personnes. D'accord. Un pilote inclus et tout ça. Ouais. Pilote, accompagnant, etc. Une trentaine de Exactement. personnes. C'est à peu près le même chiffre pour toi, même si tu es en catégorie super stock, Julien? Oui, parce que en fait, nous, on a 2 salariés, un apprenti, un stagiaire de l'école de la performance, donc l'apprenti qui est aussi l'école de la performance. On essaie de faire la formation, mais aussi financièrement, c'est quand même, ça nous aide. Et c'est pareil, sur les circuits, on est entre 30 et 40 selon la course, ça c'est sûr. Et moi, j'ai la chance d'avoir une équipe de retraités avec moi qui est passionnée de moto, et j'ai 4-5 bénévoles qui viennent bosser quasiment tous les jours à l'atelier pour entretenir la SMI, pour faire... Voilà. Ouais. Et j'ai vraiment la chance avec ça. Je ne vais pas couper Julien, mais il a raison là-dessus. Il y a un gros travail l'hiver, c'est l'entretien du matériel. Et ça, quand tu as des bénévoles qui viennent à l'atelier pour t'aider, entretenir la SMI, les tracteurs, tout le matériel, mais c'est un temps phénoménal. Et si tu n'as personne derrière toi, tu ne peux pas le faire tout seul, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Tu disais une chose importante, on parlait des bénévoles, mais aussi des jeunes de l'école de la performance, etc. C'est quelque chose qui est important aussi, évidemment, d'avoir du staff technique, mais par rapport à vos résultats, vos engagements, ça vous permet aussi d'avoir une vitrine pour justement ces futurs techniciens en devenir, et ils vous sollicitent. Comment ça se passe dans ces cas-là, ou c'est vous qui les sollicitez? Alors là, en fait, moi, ça s'est fait un peu... Moi, j'ai pris des apprentis parce que mon programme est devenu un peu plus chargé cette année, et du coup, il y avait un jeune qui travaillait déjà, qu'on m'a présenté et avec qui on a été mis en contact. Et pour la petite histoire, je l'ai payé pendant 2 mois. Et j'ai fait sa connaissance que 2 mois après l'avoir embauché. Parce que je savais que c'était un bon jeune qui m'avait été envoyé. Et puis pour le stagiaire, du coup, en fait, l'école nous propose de prendre des stagiaires. Donc, il faut remplir un formulaire. Et puis, on demande effectivement les stagiaires. Et puis, là, ils viennent de m'en allouer un. Et c'est pas forcément quelque chose qui est acquis. Mais effectivement, on fait une demande pour avoir un jeune. Ouais, ça leur met aussi le pied à l'étrier, et ça permet aussi peut-être pour toi de les façonner, peut-être de les fidéliser quelque part. Oui, tout à fait. Et puis ils arrivent aussi avec des connaissances que nous, parce que faut pas croire, c'est pas parce qu'on a fait des bons résultats et tout qu'on sait tout. On a des choses à apprendre. Et ben moi, je suis persuadé qu'un jeune de 20 ans, il peut m'apprendre des choses, quoi. Et par l'école, par leur formation, ils nous apprennent des choses, ils nous apportent une autre vision. Et ils n'ont pas forcément raison, ils n'ont pas forcément tort, mais ça nous permet aussi d'apprendre les choses différemment. Oui, ça permet effectivement d'élargir. C'est important, et c'est important. C'est obligatoire. Baptiste, au niveau de la structure pour 2025, donc Randy Kromenarer, Hugo Claire, Martin Renaudin, donc les objectifs. On a un trio qui est vraiment
top performance. Vous avez eu d'ailleurs des pilotes de grand niveau. Hier, j'allais dire Ron Aslam, non, ça c'est le père, mais c'est Léon. Un peu vieux, mais ouais, on a Léon eu- Aslam qui est venu rouler chez vous. Ça aussi, ça fait un petit peu grandir. Ça pose aussi l'image du team, j'imagine. En fait, ça fait grandir techniquement parce que quand tu as des pilotes comme Léon Aslam qui viennent chez toi, c'est des gens qui ont un gros palmarès et qui ont un gros bagage technique. Et c'est des gens qui s'intéressent à la mécanique. Donc quand il est venu, Léon, il nous a apporté des conseils techniques, des infos. Et ça nous a fait vraiment passer un step. Donc oui, d'avoir des pilotes qui ont du palmarès et du métier, ça nous aide à grandir. De toute façon, un team, ça grandit de par l'équipe, les pilotes, le staff Bien sûr. technique, tout le monde. Donc là, avec Martin qui arrive, qui a quand même une belle expérience aussi en championnat de France, Hugo Clerc qui roule aussi avec vous en championnat de France, Randy Krummenacher qui a été champion du monde aussi. Les objectifs, il y a eu le podium, il y a eu 2 podiums à Spa. L'objectif, c'est évidemment toujours de faire mieux, mais raisonnablement, on en parlait juste avant avec les pilotes officiels du team Honda FCC TSR, Honda France Motul. Qu'est-ce que ça peut représenter pour vous un objectif, je dirais, réaliste pour cette saison? L'objectif réaliste de cette saison, il faut prendre aussi en considération les autres équipes. Donc on sait que la 37, la 11, ils ont accès au Bridgestone cette année. Nous, on a les meilleurs pneus du commerce, les Pirelli, qui sont des très bons pneus, mais on sait qu'on a 1 seconde au tour. Donc 1 seconde au tour, à la fin de la course, ça fait 8 tours, 8 tours d'avance. Donc ils ont un petit matelas confortable. Donc les officiels, toutes les officielles, les factory, vont être équipés de pneus factory. Donc nous, ça va nous, je pense, nous décaler encore un petit peu derrière. Bon, certains teams n'auront plus de prétexte maintenant qu'ils auront accès aux fameux pneus. Mais bon, si on est réaliste, à la régulière, s'il ne se passe rien, ça va être entre 7 et 8. Quoi. Vraiment, si toutes les officielles sont devant. Après, on sait que c'est de l'endurance, on sait qu'il se passe des choses. Nous, on bosse de l'autre côté aussi. Donc, c'est compliqué de faire des prévisions sur… Bien sûr. Après, l'idée, c'est que comme vous avez toujours fait, c'est-à-dire faire votre course. C'est ça. De toute façon, il y a une performance évidente de la part du team. Et après, c'est profiter des aléas, des rebondissements de la course. Bah. Mais en tout cas, déjà, à votre niveau, si vous, entre guillemets, vous passez à côté des encombres et faites pas d'erreur, la jauge, elle est là pour toi, c'est entre 7 et 8 raisonnablement. Raisonnablement, sans fait de course, c'est entre 7 et 8. On sait qu'il y a toujours des faits de course. Surtout que maintenant, il va y avoir pas mal de motos officielles avec les bons pneus. Ça va bien se batailler. Donc, il faudra qu'on soit là, qu'on soit prêt pour pouvoir être saisissant. Julien, toi, c'est évidemment la Coupe du Monde Superstock. Il s'en est pas fallu de grand-chose. On va pas remuer le couteau dans la plaie, bien évidemment. Mais évidemment, là, par contre, c'est d'aller chercher les petits copains de National Moto et cette fois, s'imposer à eux. Oui, tout à fait. Et ça, c'est clair que c'est l'objectif. C'est l'objectif qu'on avait déjà l'année dernière. Après, c'est toujours difficile de mettre l'objectif face à la réalité d'une course. Mais effectivement, on a envie de ça. Je pense qu'on a l'équipage pour le faire. On a l'expérience avec la moto. Voilà. Maintenant, on a. Moi, la démarche, elle n'est pas la même que celle de Baptiste. On a les mêmes pneus tous. Oui, ça c'est ça. Ça, c'est ça. Les motos, elles sont à peu près toutes proches les unes des autres. Pour moi, il y a un top 10 en stock qui se vaut. Donc, je pense que sur le papier, potentiellement, on peut jouer le championnat. Maintenant, il ne faut pas minimiser notre concurrence. Ça, c'est clair qu'on a une grosse concurrence. Mais comme je dis toujours, les premiers concurrents, c'est nous. Faisons notre travail sérieusement, proprement, et je pense qu'on aura moyen de viser des victoires et des podiums. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais comme Martin est parti chez Baptiste, en Superstock, vous avez la possibilité de rouler à 4 pilotes. Du coup, tu repars sur une équipe composée de 4 pilotes ou tu vas rester sur 3 pilotes? Non, 4 pilotes. Non. Et quels sont-ils alors? Alors du coup, oui, 4 pilotes. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir de la souplesse dans ma gestion de course. On a toujours un pilote qui est sur la course un peu moins bien ou des choses comme ça, et d'avoir à 4, pour moi, c'est une vraie plus-value. Et donc, notre équipage, on garde Chris. Forcément, Chris, c'est notre pilier. Dans le team, ils me disent que c'est chouchou. Parce que je fais tout pour lui à chaque fois. Faut pas le dire trop fort, ça, sinon ils vont faire la tête, les autres. Ah non, mais ils le savent, parce que c'est le grand chambrage de l'équipe. Donc Chris, c'est mon pilier, on se connaît bien, il connaît la moto, il connaît l'équipe. On va continuer avec Diego, parce qu'on lui a donné sa chance l'année dernière, c'était
Ça a été une magnifique découverte. C'est un super jeune, donc on le conserve, on va lui donner de l'expérience et puis j'espère que le TED Team le piquera un de ces quatre. Et pour lui en tout cas, pas pour moi forcément. Et puis du coup on prend Kevin Manfredi qui est un très très bon pilote italien. Oui. Qui est, voilà. On a discuté un petit peu l'année dernière et pour moi c'est une belle option face à Martin. Pour moi ils ont des niveaux qui sont sensiblement similaires et ils devraient nous apporter des choses. Et puis on prend un japonais, Takeshi Ishizuka. Et Takeshi nous permet de pouvoir aller à Suzuka et il nous donne une belle carte parce que l'année dernière il avait fait la pole à Suzuka en stock évidemment, donc c'est une belle carte, donc on espère être compétitif sur toutes les pistes. Bon, bien armé donc, bien armé. Parfait. Suzuka d'ailleurs Baptiste, l'année dernière c'est grâce aux partenaires, grâce aux pilotes que vous aviez pu y aller, hein, parce qu'on rappelle c'est un déplacement qui est très très onéreux. Exactement. Pour 2025, c'est budgété, c'est programmé, vous allez pouvoir y aller? Alors, c'est programmé, c'est budgété, oui, c'est inclus dans le budget. Maintenant, est-ce qu'on a tout trouvé encore? Non, ça c'est sûr. De toute façon, si on attendait de trouver tout le budget avant de commencer une saison, on ne commencerait jamais. Donc, mais oui, c'est ton programme. Parce que c'est dommage de faire l'investissement une année, d'y aller, de faire un résultat qui est correct pour une première année et d'arrêter derrière. C'est tout perdre. Et donc, c'est des points qui sont quand même précieux quand tu arrives à en marquer. Donc, cette année, on a envie de réitérer, de retourner à Suzuka et de faire même encore mieux si on peut. C'est toute la différence entre budgéter et avoir le budget. C'est ça, exactement. Budgéter, le chiffrer, on sait faire, il n'y a pas de problème. C'est facile, on c'est facile, sur la feuille, un devis, on sait que ça coûte faire. ça, mais après, effectivement, faut les trouver. Et puis, comme disait Baptiste, c'est des points qui sont précieux parce que l'année dernière, National Moto y était allé et c'est grâce à cette présence à Suzuka qu'ils ont décroché le titre. Hein. Tout à fait. Voilà. Bon ben, merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour cette saison en 2025. Toi, Julien, tu vas être très, très occupé, Baptiste aussi, puisque vous êtes tous les deux en même temps engagés sur l'endurance et sur la vitesse. Et puis, vous avez également des jeunes que vous coachez, que vous encadrez. Donc, c'est une bonne occupation. C'est chargé. C'est chargé, mais c'est intense et c'est intéressant. Donc, on a hâte. Julien, pareil. Ah oui, là ça va être très chargé et puis en plus tu auras Alan sous ta coupe. C'est ça. Il a Alan et Martin quand même. Il garde Martin un petit peu quand même, tu vois. Il ne lâche pas complètement. Tu vas essayer de gratter des infos et puis et inversement. Les infos on se les gratte pas, si on en a besoin on se les donne, hein. Ça c'est pas un problème. Non, oui, Martin et Alan, alors moi ça me met la pression parce que j'ai moins d'expérience qu'en endurance là-dessus. Et puis quand on a un pilote comme Alan qui rentre dans le fleuron, faut que la moto elle soit bonne quoi, parce que lui on sait qu'il est fort, alors bon, va falloir, mais bon je suis pas inquiet, on va être bien entouré cette année et puis voilà, bon. On fera le maximum en tout cas. Très bien, en tout cas merci beaucoup de votre présence, merci Julien, merci Baptiste. Merci Eric. Voilà, on se termine cette émission Tollback GP consacrée à l'endurance, mais n'oubliez pas, ce soir à 18 h, on se retrouve pour une autre émission Tollback. On fêtera les 40 ans du titre de champion du monde de la RVF avec ses pilotes, Patrick Egoa, Jean-Michel Mattioli, et Alex Vieira. Et surtout, dans la deuxième partie de cette émission, on recevra aussi pour les 40 ans de son doublé, Freddy Spencer, avec qui on reviendra sur le doublé 250 et 500. Je compte sur vous, soyez présents au rendez-vous. Merci messieurs. Merci et à tout à l'heure.